Bonsoir et donc bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire donc de Sustainable Months for Sustainable Fashion. Ce webinaire donc, qui est intitulé Choose Responsible Materials and Natural Fabrics. Aujourd'hui, nous allons donc voir qu'il y a d'autres alternatives moins polluantes, moins consommatrices de ressources, des alternatives plus durables. Selon WWF Changing Fashion, doing business as usual will not be an option for the industry nor for the planet in the long run. Faire du business comme d'habitude n'est plus une option ni pour la planète ni pour l'industrie. On va voir aujourd'hui, comme on a vu la semaine dernière, nous pourrions tous contribuer à changer l'impact négatif de la mode et que les choses peuvent éventuellement changer. En effet, on a vu la semaine dernière, donc lors du webinaire 1, parce qu'en même temps, j'admets les personnes, lors du webinaire 1, l'upcycling comme alternative à la mode. Attendez. Oui, comme alternative donc, à la mode, pour une mode plus durable. Aujourd'hui, une autre tendance évidente est à observer dans les années à venir, c'est l'exploration continue donc, de fibres et de matériaux textiles innovants et plus durables. Par exemple, la société néerlandaise Awareness a développé des matériaux d'origine biologique tels que l'herbe miscanthus et des fibres de lait, ainsi que des fibres synthétiques. Donc, par exemple, le polyester recyclé et recyclable appelé Returnity. Entre-temps, j'admets les personnes. Alors, donc le fameux polyester Returnity. En parlant du polyester, j'aimerais juste faire une petite aparté. Je me souviens d'une conversation il y a quelques années déjà, je pense en 2013, avec une designer qui a travaillé chez les grands de la mode, chez Balmain et autres, et qui a fini sa carrière dans la fast fashion parce qu'elle l'a voulu et parce que ça paye bien. Elle était des achats à Carrefour. Et je me souviens de sa phrase, elle m'avait dit le polyester, c'est la meilleure invention jamais faite dans l'industrie du textile. Quelque part, c'est vrai parce que le polyester peut imiter plein de matières nobles comme la soie. Il est doux, il est fluide, il ne se froisse pas. Donc, tout ce qu'on aime, nous, consommatrices et consommateurs de mode. Et il a plein d'autres atouts commerciaux, comme le prix, par exemple, parce que les produits à prix bas. Mais le polyester, c'est une catastrophe de point de vue écologique. Comme vous le savez, c'est une fibre synthétique qui est issue de la pétrochimie, donc du pétrole, hein, en gros. Et cette fibre créée il y a 40 ans a fait et continue de faire le succès de la fast fashion et de l'industrie du textile, mais malheureusement, elle a un impact négatif important sur l'environnement. Aujourd'hui, on revient à des matières naturelles comme le lin, le chanvre, le cannabis même, et certains cuirs, comme le cuir d'ananas, le cuir coconut skin, le cuir de noix de coco, le cuir de maïs, le cuir de sucre de canne, et j'en passe, de céréales, de bambou, fibres d'eucalyptus. On a même des semelles à base de caoutchouc naturel recyclé, en liège ou encore en cuir de raisin, marc de raisin développé, donc ce qu'on va voir tout à l'heure avec Laure et Zeta. Et cette matière a été développée il y a 2 ans par la société italienne VGA. Hermès vient d'annoncer qu'elle se lance elle aussi dans le cuir vegan avec le lancement du premier sac, donc le sac Victoria, qui va arriver à la fin de l'année 21 en fibres de champignons. Alors, Hermès est associé avec MyCoWorks, une entreprise californienne, pour développer cette fibre à base de fibres de champignons. Ce sac ne va pas remplacer le sac Victoria qu'on connaît, c'est une version vegan. Est-ce qu'un jour, on va voir, verra-t-on le sac Birkin ou Kelly en vegan? On verra. Wait and see. Hermès n'est pas la seule. Excusez-moi, j'admets. Donc, Hermès n'est pas la seule marque
top brand, on a d'autres qui se lancent dans le cuir vegan. Il y a Gucci, Prada, Valentino, ou encore des marques high-end comme Tommy Hilfiger et Ralph Lauren qui aussi tentent de trouver de nouvelles alternatives vegan. Marco Bizzarri, le chief exécutif et président de Gucci, a dit dernièrement concernant l'utilisation des matières animales, il dit, entre guillemets, « I don't think it's still modern ». Je ne pense pas que c'est encore moderne ou d'actualité, en parlant donc d'utiliser des matières de cuir issues des matières animales. Eh ben, Marco Bizzarri, on vous dit attention, le greenwashing ou le wokewashing, nous, c'est ce qu'on vous dit. Ici, à l'IAENIS Graduate School of Management, on ne fait pas de greenwashing. Le RSE a toujours été dans notre ADN. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous soutenons et invitons de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans la mode éco-responsable et durable avec des matières donc respectueuses de l'environnement et des fibres naturelles comme le lin ou autre. Et en plus, c'est local. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Laure et Jean. Nous verrons aussi la marque donc, niçoise Studio Clandestin avec Jonathan Chanuti. Ces innovations dans la mode, on en discutera en détail avec notre spécialiste, notre speaker, donc Fabrice Jonas, CEO de My Fashion Tech, qui nous donnera sa vision de cette mode. Nous allons débuter donc notre webinaire avec vous, Laure. Bonjour. Alors, on est ravis de vous voir. Je sais que vous êtes très occupée en ce moment. On va commencer peut-être, Mathilde, par lancer la vidéo de Laure. Ça permet aux participants d'avoir donc une idée de sa marque, de son environnement, de qui elle est. Puis on vous laisse vous présenter, Laure, et on verra ça avec les questions et réponses avec les étudiants. Avec plaisir. Il faut que vous me partagiez votre écran. Alors, oui. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on est passé de ça à ça. Hello, je m'appelle Laure et je suis la fondatrice de Zeta, une marque de basket zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et vegan. Il y a 1 an, je me suis lancé un défi, créer une paire de baskets uniquement à partir de matériaux en fin de vie. L'année dernière, près de 15 milliards de paires de baskets ont été produites à travers le monde, soit environ une paire de chaussures sur 2. La basket est devenue l'incontournable de toutes les garde-robes et de toutes les générations. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur leur composition ? Coton, polyester ou encore cuir tanné. Autant de matériaux très polluants qui nécessitent beaucoup d'eau et de pétrole durant tout le processus de fabrication. De nombreuses marques se sont lancées dans une mode plus responsable, en utilisant des matériaux naturels ou biologiques. Pourtant, cela nous oblige encore une fois à créer de nouvelles matières ou bien à puiser dans des ressources naturelles déjà limitées. Et si on changeait les choses ? Et si on arrêtait de surproduire pour réutiliser ce que l'on possède déjà ? Pendant près d'1 an, on est parti à la recherche de matériaux durables et super confortables pour vous proposer la basket la plus écologique qui soit. Aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter notre premier modèle Alpha, fabriqué à partir des déchets de la production vinicole, de bouchons en liège recyclés, de plastique repêché en Méditerranée et de chutes de caoutchouc recyclées. Afin de limiter notre empreinte carbone au maximum, on a sélectionné avec soin des fournisseurs qui restaient proches de notre atelier de production au Portugal. Quand on sait que 95% de la production mondiale de baskets est fabriquée en Asie dans des conditions plutôt douteuses, on a été très exigeant au regard des conditions de travail au sein de l'atelier. Chaque paire de Zeta est fabriquée à la main dans un atelier familial à côté de Porto. Et c'est important de le dire, sans ces petites mains qui fabriquent vos chaussures avec passion, Zeta ne pourrait pas exister.
Cette paire de baskets, on l'a voulu super confortable pour que tu puisses la porter au boulot, en soirée ou même juste pour traîner en caleçon devant ta télé. Et surtout, on a sélectionné des matériaux recyclés de qualité pour en faire une paire de baskets durable que tu ne jetteras pas au bout de 6 mois. C'est aussi ça, la slow fashion. Et parce qu'on a voulu faire les choses jusqu'au bout, on a décidé de reprendre votre paire de Zeta gratuitement à la fin de leur vie pour que nous la recyclions en combustible vert. Alors, pour contrer la fast fashion et avoir un réel impact, on a besoin de vous tous. I Walk. Zeta. Et toi? Merci Mathilde. De rien. Alors, Laure, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu avant qu'on commence les questions avec les étudiants? Donc, je suis la fondatrice de Zeta, qui est une marque de basket zéro déchet, qui a été créée l'année dernière pendant ma dernière année de master à l'IE de Bordeaux. Et donc voilà, l'idée du projet, c'était de créer une paire de baskets zéro déchet, uniquement à partir de matières en fin de vie, pour lesquelles on ne soit pas obligé de créer de nouvelles matières premières, en circuit court au Portugal, avec des fournisseurs à 90% portugais, afin de limiter l'empreinte carbone au maximum. Et les chaussures, l'objectif, c'était qu'elles soient recyclables à la fin de leur vie pour que ce ne soit pas un déchet supplémentaire, parce qu'en France, on a un vrai problème au niveau de la recyclabilité du textile et de la chaussure. Donc, c'était vraiment de trouver une fin de vie à ces chaussures et voilà, pour avoir une démarche la plus vertueuse possible. Je pense qu'on vous a posé la question déjà une centaine de fois, mais comment ça nous vient l'idée de lancer sa marque à 23 ans? Ce n'est pas évident. On voit parfois beaucoup plus les contraintes que les opportunités. Donc, vous êtes soutenu par qui et comment? J'ai fait tous mes stages en industrie de la mode et de la chaussure, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis, pendant la dernière année de master, je me suis dit, bon, c'est le bon moment. J'ai pas envie d'attendre. Moi, je sens que voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour faire bouger un peu les lignes de l'industrie de la mode. Et puis finalement, je me suis portée sur la basket. Je me suis dit, bon, c'est un produit qui est porté par une grande majorité de Français et de personnes dans le monde. Tout le monde a une paire de baskets dans son dressing. C'est un produit sur lequel on peut agir à grande échelle au final. Et donc, je me suis centrée sur ce produit-là en essayant de trouver des matériaux le plus propres possible, en travaillant main dans la main avec un petit atelier portugais, un petit atelier de chaussures au Portugal. Donc voilà, c'était un peu le cheminement, en sachant que j'ai toujours voulu entreprendre, ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, il n'y a pas eu de moments clés. C'est un cheminement que j'ai mûri pendant mes 5 années d'études à l'IAE. Et j'ai été finalement accompagnée par l'incubateur de l'IAE, l'incubateur Ubilab, pendant ma dernière année de master, qui m'a permis vraiment de structurer le projet et de le transformer l'idée en un projet de vie vraiment viable et pérenne. Très bien. Je vais laisser la parole aussi aux étudiants. Je reviendrai après s'il y a des questions, mais Mathilde, Alison, Nicolas, Natacha, je vous laisse la main si vous voulez poser quelques questions. Ouais, la première question qu'on peut vous poser, c'est un petit peu pour nous aider. Nous, on est étudiants, il y en a peut-être qui veulent entreprendre plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les étapes de ton idée de chaussures à la distribution jusqu'à la logistique aussi, tout en passant par le marketing, la communication? Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer toutes les étapes de l'idée jusqu'à la distribution? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est étudiant ou même quand on se lance dans un projet entrepreneurial plus tard, on n'a pas toutes les clés. On a des bases en marketing, on a des bases en commerce, on a des bases en gestion, mais il y a forcément des choses qui vont nous manquer. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on va apprendre sur le tas. On va apprendre en autodidacte et on va se former seul sur tout un tas de sujets. L'étape clé du projet, ça a été vraiment de définir l'idée et de définir vraiment le cœur du projet. Pour moi, c'était le zéro déchet. Il fallait que ce soit la trame, le fil conducteur de tout le projet. Je ne voulais pas utiliser de matière biologique, pas de matière naturelle, dans le sens où vous allez nous obliger encore une fois à puiser dans des ressources. L'idée, c'était le zéro déchet. Donc, une fois que l'idée a été bien conçue, il y a eu la phase de dessin des produits. Et il y a eu ensuite la phase de sourcing des matières premières qui m'a pris bien 4 mois, avec en parallèle la phase de recherche des ateliers de fabrication au Portugal. Je me suis ensuite rendue sur place pour rencontrer les fournisseurs, pour voir comment ils travaillaient, pour rencontrer les ateliers de production, avant de finalement décider de travailler avec un petit atelier familial avec lequel on a poursuivi vers le prototypage, vers le premier prototype de la chaussure.
Je l'ai reçu chez moi pendant le premier confinement. Ouais, c'était fin février, début mars. Et à partir de là, on a effectué plusieurs modifications sur le produit jusqu'à obtenir la version finale de la basket alpha. Puis ensuite, il y a eu un gros travail de communication pour essayer de fédérer les gens autour du projet, ce qui était assez difficile parce que quand on n'a pas forcément de gros réseaux et quand on est étudiant, c'est assez compliqué de se faire connaître, et surtout quand on a un petit budget com. Et puis ensuite, il y a eu cette phase de lancement sur Ulule, la campagne de crowdfunding qui m'a permis à la fois de gagner en visibilité, de faire connaître le projet, de tester le marché et en même temps d'obtenir une avance en trésorerie pour lancer la première production parce que forcément, j'avais des ressources financières qui étaient assez limitées. Et du coup, tu vas au Portugal, mais comment tu choisis l'atelier que tu as choisi par rapport à un autre? Sur quels critères tu t'es basé? Et après, est-ce que c'est toi qui es venu avec ton idée de prototype ou ils t'ont vraiment aidé dans la démarche Quand je suis arrivée au Portugal, j'avais déjà sourcé la majorité des matières premières. Il me manquait 1 ou 2 composants, parce que dans une chaussure, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi de composants qu'on ne soupçonne pas, qui sont invisibles. Donc, je suis arrivée avec mes dessins et j'aurais dit, voilà, je veux faire une basket zéro déchet. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans l'aventure? Parce que pour eux, c'est aussi un gros pari. C'est des investissements, c'est en termes financiers, en termes de temps. Donc, c'est pas forcément toujours gagné, c'était aussi à moi de les convaincre. Et puis finalement, ils ont dit OK, on va se lancer dans l'aventure. Et concernant les critères de sélection, c'était les délais de fabrication, la façon dont ils travaillaient, c'est-à-dire voilà, la façon dont les artisans travaillaient, dans quelles conditions, s'ils avaient déjà utilisé des matières recyclées, s'ils étaient capables de travailler avec des matières aussi innovantes que le cuir de raisin, le faux cuir de raisin. Voilà, c'était tout un tas de critères. Le nombre d'années d'expérience aussi, c'est un atelier qui a 30 ans d'expérience dans la chaussure, donc c'est vrai que là-dessus, on est sûr qu'au niveau qualité, il y a 0 défaut. C'est autant de critères qui ont fait que voilà, j'ai sélectionné cet atelier-là. Et il y en a un aussi forcément qui a joué, c'est le feeling. Il y a eu un feeling dès le début, vraiment, j'ai senti au fond de moi que c'était celui-là avec lequel je voulais travailler. Et puis aujourd'hui, je suis contente de dire que je ne me suis pas trompée. Et pourquoi justement tu as choisi d'aller au Portugal et pourquoi tu n'as pas choisi un atelier en France? Au début, au moment où j'ai commencé les recherches, je me suis portée vers la région de Cholet parce que de base, je suis originaire d'Angers. Et à Cholet, il y a une grosse production de chaussures. Il y a 2 régions de la chaussure en France. Il y a Cholet et Romans-sur-Isère. Donc, j'ai porté mes recherches sur Cholet. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que les matières premières que j'avais trouvées, la majorité venait à 90% du Portugal. En France, il y a très peu de matières recyclées, du moins pour la chaussure. Donc, finalement, le choix s'est porté très rapidement sur le Portugal. Il faut dire qu'ils ont une vraie expertise en termes de production de chaussures et en même temps, le coût de la main-d'œuvre est moins élevé. On fait x2 sur un prix, sur une chaussure fabriquée en France. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est aussi de rendre la mode responsable accessible. Donc, ça aurait été compliqué avec un coût final de plus de 200 € de démocratiser voilà, l'achat responsable. Et du coup, je vais rebondir. Aujourd'hui, tu travailles seul ou tu as une équipe vraiment homogène, par exemple composée d'anciens camarades de l'IAE de Bordeaux? Je suis seule, j'ai une alternante avec moi qui est là depuis octobre, qui m'aide sur toute la partie service client et communication. De l'IAE de Bordeaux, non. Enfin, mon comptable vient de l'IAE de Bordeaux. Le développeur web est passé par l'IAE de Bordeaux aussi. Donc, c'est vrai que j'ai quelques personnes qui m'entourent comme ça. C'est hyper important, je trouve, de garder un bon réseau de personnes avec lesquelles on a étudié aussi. Et après, oui, j'espère que l'équipe va se grandir, va se construire assez rapidement. Après, c'est assez compliqué de déléguer. Quand on a toujours travaillé seul, c'est très compliqué de déléguer. Et je pense que certaines personnes me rejoindront ici, d'autres personnes qui entreprennent. Donc oui, je vais recruter, je le sais. Et après, il faut faire le bon choix aussi en termes de recrutement. Ok, merci. La logistique, Laure, parce que la logistique, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément Non. Business School et pourtant, c'est ultra important. Comment vous faites? Parce que, OK, le marketing, la com, on est rodé, entre guillemets, on fait des stages, donc ça va. Par contre, la logistique, c'est vrai qu'on l'apprend très peu et quand on lance une marque, et notamment comme vous, dans la chaussure, venant du Portugal, avec des sourcing ailleurs, comment vous faites? J'ai fait un peu de logistique pendant mon BTS en commerce international, donc ça m'a un peu aidée.
La chance que j'ai, et en fait, c'est souvent le cas quand on travaille dans la chaussure ou dans le textile au Portugal, c'est que l'achat de matières premières se fait directement dans l'atelier. Parce que c'est eux qui vont gérer les stocks et qui vont pouvoir gérer. Donc, en fait, c'est eux qui centralisent tout là-bas. Et moi, je m'occupe de la logistique, en fait, Porto, Paris, puisque mon entrepôt est à Paris. Et ensuite, de la gestion des stocks directement dans l'entrepôt. Donc, c'est vrai que ça ne s'apprend pas. Mais finalement, une fois qu'on a compris qu'on a choisi le bon transporteur, qu'on a fait les calculs d'assurance, les comparaisons et qu'on a un bon entrepôt avec un outil de gestion des stocks, ça va, on s'en sort. Mais oui, la gestion des stocks, c'est quelque chose, c'est clé. C'est quelque chose d'assez compliqué au début quand on se lance. Il ne faut pas en avoir trop, il ne faut pas avoir non plus de rupture de stock parce que c'est les clients qu'on perd. Trop de stock, c'est de l'argent qui dort, donc c'est assez compliqué. Et puis, il y a aussi sous cette question de surproduction, de se dire on ne va pas trop produire pour éviter que ce soit des stocks dormants, quoi. Oui, c'est pas dans l'ADN de la marque de surproduire. Ok, bien, on a encore plein de questions, Laure, mais je sais que vous vouliez partir, donc vous me dites, on a encore plein de questions pour vous, mais une dernière et vous aviez la contrainte de partir. Désolée, ouais, je suis désolée. Une dernière question, si vous voulez. Moi, j'ai une question. Du coup, on aimerait savoir aussi, dans le futur, ou dans 5 ans, par exemple, où tu te vois et comment tu vois ton entreprise évoluer. C'est assez compliqué parce que je vois même pas les chances de se voir. Forcément, j'ai envie qu'on soit une grosse équipe ici à Bordeaux et qu'on s'éclate au quotidien et qu'on construise une belle marque avec des produits toujours plus innovants, toujours dans cette démarche zéro déchet. Après, j'ai envie que Zeta reste une marque de basket premièrement. Peu à peu, j'ai prévu d'aller vers le textile vers la fin de l'année 2021. Mais premièrement, que Zeta reste une marque de basket et surtout qu'on conserve toujours les mêmes valeurs, même si peut-être qu'à terme, on fera plus de volume. J'ai envie que les valeurs de la marque restent intactes et ouais, qu'il n'y ait pas de greenwashing derrière, en tout cas. Bien. Merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Désolée que ce soit aussi court. Mais, oui. On est un peu frustrés parce qu'on a plein d'autres questions. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir en présentiel peut-être, du monde d'avant. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, 1 an de confinement, en fait, façon de dire les choses. Et jour par jour, on est confiné. Donc, voilà, c'est le 17 mars. Oui, Laure, c'est vrai qu'on a encore plein de choses. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir vous retrouver dans d'autres événements distanciel ou en présentiel, ça serait super avec une petite chaussure Zeta que tout le monde va s'arracher ici. Merci Laure. Et puis, merci à vous Ylva pour l'invitation, c'est super. Merci, à très vite. Bonne soirée à tous. Accepté. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On va continuer donc avec Jean, avec une deuxième matière. Donc, nous allons parler d'une autre alternative, une matière oubliée quelque part, qui est le lin. Le lin, il faut savoir, cette matière utilise très peu de ressources. C'est ce qu'on va voir plus en détail avec Jean, je pense, contrairement au coton qui lui aussi est une matière naturelle, mais qui utilise beaucoup d'eau. C'est une matière très gourmande en eau et en pesticides, même s'il y a aussi du coton bio. La production de t-shirts en coton, par exemple, nécessite la consommation quasiment de 70, c'est l'équivalent de 70 douches. Alors, nous, on dit oui au lin, on dit oui au local. Et surtout que la France est le premier producteur mondial de lin. Vous me contredisez si vous voulez, on te dit Jean si je... C'est vrai. Voilà, la léniculture donc, est principalement implantée dans le nord de la France, en Bretagne et en Normandie. On va découvrir aujourd'hui donc les chemises en lin avec Jean. Alors, pourquoi le lin? Il faut dire que, comme je viens de dire, il a plein d'atouts et c'est une matière oubliée, c'est une matière qu'on redécouvre. Il faut savoir que les pharaons, dans l'Égypte ancienne, on utilisait déjà le lin. Donc, il faut savoir que la léniculture utilise très peu d'eau. L'eau de pluie
suffit quasiment largement au lin. C'est une fibre végétale très résistante. On pourrait même dire intelligente parce qu'elle sait comment utiliser les ressources de son sol à bon escient et elle n'a quasiment pas besoin d'engrais ni même de pesticides, voire on dit même que sa culture permet d'absorber 250 000 tonnes de CO2, autant qui va s'inventer de cette qualité. Donc, on va accueillir Jean, on va voir si il est d'accord avec ça. Par contre, Jean, il y a une chose, c'est que malheureusement, le lin, il souffre d'une mauvaise image. Ça se froisse, ça gratte. Comment faire? Est-ce que vous avez quelques astuces aussi pour s'habiller écolo, mais ne pas ressembler à quelqu'un qui s'est battu toute la journée en mettant une chemise à lin? Avant de vous poser ces questions-là, peut-être juste, on va voir justement votre vidéo. Mathilde, est-ce que tu peux nous la lancer, s'il te plaît? Donc, Jean a fait pareil du crowdfunding avec Ulule. C'est un regard positif sur le monde qui nous entoure. Bonjour à tous, je m'appelle Jean et avec mon frère Pierre, nous sommes les cofondateurs de Gratitude, la marque de chemise 100% lin fabriquée en France. Pendant notre enfance, nous avons grandi sur une petite île le long de la Loire, BEA. Sauf qu'en grandissant, on a été de plus en plus frustrés de voir la pollution détruire tout ça à petit feu. L'industrie du textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. C'est aussi la deuxième industrie la plus consommatrice d'eau. Et bien souvent, une chemise fait le tour du monde pour arriver chez nous. Alors aujourd'hui, on dit stop. Stop à la fast fashion qui produit toujours plus. Stop aux matières qui détruisent notre planète. Stop aux conditions de production qui ne respectent pas les hommes. Et on dit oui à des vêtements indémodables qui durent dans le temps. On dit oui à des matériaux naturels et écologiques. On dit oui à une production locale et qui respecte chaque travailleur. Ça fait maintenant des mois qu'on s'active pour vous proposer des chemises qui allient style, qualité et respect. Pour cette première collection, on vous propose 2 modèles unisexes, en blanc et en beige. Une chemise classique et une à col Mao. On met un point d'honneur à être transparent avec vous, alors on va tout vous expliquer depuis le début. Pour la matière utilisée, on a choisi le lin. Pourquoi ? D'abord, il pousse dans les Hauts-de-France. C'est une fibre naturelle super résistante et légère à porter. Et en plus, la plante n'a pas besoin d'irrigation, contrairement au coton qui, lui, demande plus de 2500 litres d'eau pour faire un seul t-shirt. On fabrique nos chemises en France, juste à côté de Tours. Et pour bien le faire, on s'est entouré de personnes passionnées par leur métier et qui ont de réels savoir-faire. C'est le cas de Richard, spécialisé dans la confection de chemises depuis 1971. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet et on vous remercie vraiment pour tout votre soutien. En achetant une chemise Gratitude, vous ne soutenez pas seulement notre projet, mais une économie locale et une rémunération juste de nos partenaires. Alors, c'est le moment. C'est le moment de rejoindre notre mouvement et enfin faire bouger les choses. C'est la fin de cette vidéo, mais c'est le début d'une grande aventure, celle de Gratitude. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette vidéo, ça me fait plaisir. Bonjour Jean. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je suis ravi d'être ici. Nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Alors, on a envie de savoir un peu plus sur votre parcours, sur votre histoire, comment on se lance dans cette aventure. Et puis surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, donnez-nous quelques astuces pour aller acheter vos chemises en lin sans qu'elles soient trop froissées. Alors, pour faire simple, du coup, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Je suis encore étudiant d'ailleurs cette année. Du coup, on a une sensibilité avec mon frère environnementale très forte et une sensibilité au sein de la mode. Ça nous intéresse vraiment. Et du coup, depuis des années, on a envie d'entreprendre. Et à la base, du coup, on s'est mis d'accord pour entreprendre au sein d'un même projet. Et on s'est assez rapidement mis d'accord sur
sur le lin, qui est une ressource du coup made in France, hyper locale, juste à côté de chez nous. On est les premiers producteurs, comme vous le disiez tout à l'heure, on est les premiers producteurs au monde en France, donc quoi de plus local? Et puis, plus on mettait le doigt dans l'engrenage de l'information, de se renseigner, etc., plus on s'est pris au jeu et on s'est rendu compte qu'en plus de ça, bon, il y a plein d'avantages, comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo. C'est thermorégulateur, c'est antibactérien, ça ne nécessite pas du tout d'irrigation ou presque pas, vu que ça pousse dans des régions naturellement pluvieuses. Enfin, plein d'avantages qui font que bout à bout, c'est super intéressant. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. On a lancé une première campagne au début avec des chemises parce que c'est un produit qu'on aime bien et on voulait se différencier un petit peu des traditionnels t-shirts qui se lançaient, etc. Donc, voilà, ça, c'était l'année dernière, en mars dernier. Et aujourd'hui, dans 3 semaines, un mois, le 5 avril, on va se lancer sur des t-shirts 100% lin, made in France et en plus bio cette fois-ci. Donc, encore meilleur pour la rotation des sols et pour l'agriculture qui s'ensuit. Super. Donc, vous prenez le projet de A à Z, du sourcing jusqu'à la production, la distribution. Là aussi, c'est un défi important pour un jeune comme vous. Donc, vous faites, c'est plus une entreprise familiale. C'est ça. Nous, vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est un de nos credos, c'est de fonctionner avec des gens avec qui il y a un vrai feeling, et je rejoins Laure là-dessus. Un peu à sa manière, nous aussi, on bosse essentiellement avec des gens de la famille. Quand on a vu, par exemple, la vidéo, on a tourné dans des lieux familiaux, avec des amis. Richard, la personne avec qui on bosse pour l'atelier de confection de chemises, c'est quelqu'un qui nous a directement fait confiance et avec qui il y a une très bonne alchimie et on tient à garder des relations très proches et pour que ça fonctionne bien dans le travail. D'accord. Et le projet était quasiment, je veux dire, terminé avant l'idée de faire le crowdfunding avec Ulule, ou Ulule, ça vous a aidé? En quoi qu'est-ce que vous a apporté Ulule en fait? Bien sûr, il y a les précommandes, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? Alors d'abord, il y a une belle communauté sur Ulule de plein de personnes, plein de membres très actifs et engagés. Et c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à toucher ces personnes-là qui ont une affinité avec ce genre de démarche. Donc, ça nous donne un petit coup de projecteur. Et en même temps, ça nous permet de nous lancer dans une activité sans trop s'engager financièrement, dans le sens où, du coup, on récolte d'abord les fonds pour ensuite lancer la production. Et en termes d'engagement et de valeur, on trouvait ça super bien de produire juste ce qui était commandé. Alors, à 10% près, évidemment, on a fait un peu de stock au cas où il y avait du coup des retours. Mais c'est ce qui résonnait le plus en nous, quoi. Ok. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser d'abord les étudiants s'exprimer. Je peux peut-être vous répondre par rapport au lin et Pardon. Excusez-moi. Je peux peut-être vous répondre par rapport au lin et le fait que ça froisse, ce genre de choses. Oui, parce que c'est vrai que c'est une objection qui revient souvent. Oui. Et donc, une barrière. Tout dépend de l'épaisseur du lin d'abord. Nous, on est pour la chemise, on est sur une épaisseur de 170 grammes par mètre carré, donc c'est plutôt un peu plus épais que la moyenne. Et ce qui fait que ça assure un bon tombé, en tout cas, mais ça froisse un petit peu et c'est normal, c'est dû aux pectines. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est totalement naturel. Mais tout dépend. Il y a 2 procédés il y a le tricotage du lin et il y a le tissage du lin. Et pour les t-shirts, par exemple, le lin ne sera pas tricoté, sera pas tissé, sera tricoté. Et ce qui fait qu'il aura un aspect identique au traditionnel t-shirt en coton qu'on peut avoir. Et donc, ça froisse autant qu'un t-shirt en coton pour le lin tricoté. Donc, c'est possible d'avoir des vêtements en lin qui ne froissent pas. D'accord. On attend avec impatience alors les t-shirts pour voir le résultat. Alors, si je peux me permettre, si je peux me permettre juste sur la partie lin, parce qu'effectivement, moi, je porte des chemises en lin l'été, et effectivement, juste de manière pragmatique, le coton l'été, c'est juste affreux, ça colle, ça transpire, et c'est pour ça qu'effectivement, le lin, c'est extrêmement pratique. Alors après, effectivement, il faut juste apprendre à repasser, mais franchement, c'est juste un plaisir. Prenez des chemises en lin, allez-y. C'est beaucoup plus léger et agréable
à porter. Oui, mais complètement. C'est une matière agréable, mais voilà, elle a cette image-là. C'est vrai que voilà, il faut savoir s'en occuper. Et c'est vrai qu'avec le polyester, qui pour ça est très bon, on s'est habitué à ne pas repasser nos vêtements, voilà. Voilà, donc des enjeux différents. Rééduquer le consommateur. Nous, consommateurs, on est tous consommateurs. Il faut qu'on se rééduque et qu'on fasse un certain effort pour avoir de belles matières. D'ailleurs, Fabrice, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi poser des questions à nos invités. C'est très gentil, mais c'est vous qui posez les questions. Je m'autorise d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais sur le lin, effectivement, moi je le redis, c'est une matière qui est juste géniale. Effectivement, je trouve. Et après, effectivement, il y a aussi toute une éducation du vêtement qu'on a perdue, que ce soit sur l'entretien, sur effectivement la réparation, enfin, la couture. Effectivement, et là-dessus, effectivement, il y a eu un problème de transmission, au sens propre du terme, au niveau familial. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui va se réapproprier effectivement des choses qui existaient il y a 50 ans, il y a 60 ans, sur effectivement l'entretien, la réparation. Et la fast fashion, qui est quand même assez récent, 70 années 80, nous a vraiment abrutis au sens propre du terme. Si on prend un vêtement, on peut le jeter, c'est pas cher. Non, un vêtement, ça a de la valeur, il y a un lien émotionnel avec. Et un vêtement, effectivement, de bonne qualité, comme le dit Jean, on crée un lien et on va l'entretenir, en fait. Et ça, effectivement, moi, j'ai des jeans, ça fait 10 ans, 20 ans que je les ai, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, oui, la mode durable, quelque part, elle a toujours existé. La mode durable, nos grands-parents voilà, utilisaient le lin, des matières naturelles. La grand-mère ou même voilà, les grands-parents, la grand-mère qui coupait le jean du grand pour faire un short pour le petit. Donc, ce qu'on a fait la semaine dernière avec upcycling. Donc, la mode durable, elle a toujours existé. C'est la fast fashion qui a pris le pas il y a une 50aine d'années avec l'arrivée des matières des matières voilà, faciles à utiliser voilà, pour le consommateur et l'accélération de la fast fashion, des collections, voilà le mot que je cherchais, des collections de plus en plus nombreuses qui nous poussent à acheter. Oui, et après j'en finirai là, mais il y a le documentaire qui est sorti sur Arte, sur la fast fashion, qui dure une heure et demie. Regardez-le, c'est extrêmement intéressant. Il revient sur l'historique, effectivement. Oui. Et les dessous de la fast fashion. Exactement. Zara fait 52 collections par an. Il y a 52 semaines, ils font une collection par semaine. Chaque semaine. Faut être très clair. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est des choix, et c'est des choix aussi citoyens d'achat de consommateurs. Et effectivement, c'est extrêmement bien de voir des nouvelles marques, des jeunes consommateurs qui se disent aujourd'hui, on veut une société un peu différente et donc on va consommer de manière différente. Ouais. Voilà. Et ce qui est effrayant dans ce documentaire, je fais juste une petite parenthèse, c'est aussi l'aspect sociétal. On parlait avant du Bangladesh, etc. Et là, on découvre qu'en Angleterre, il y a tout un quartier où les gens sont sous-exploités. Voilà, il y a les mêmes conditions qu'on trouve au Bangladesh. En fait, il existe tout près de chez nous, en Angleterre, voilà, à Londres, tout simplement, pour la fast fashion, comme Pretty Little Thing, ASOS, etc. Ça, c'est moi, en tout cas, le reste du document, on est à peu près au courant, mais ça m'a frappé que ces conditions existent en Europe, en pleine Europe, en Angleterre. Donc oui, effectivement, on vous invite tous à regarder ce magnifique reportage documentaire voilà, sur France TV, les dessous de la fast fashion. Donc pour revenir, qui veut poser une question? Mathilde, Florian, voilà, je vous laisse la main. Je vais prendre la parole. Du coup, pour commencer ces petites questions, Jean, comment t'es venu un peu ce désir de créer une entreprise en étant étudiant? Est-ce que tu étais déjà un acteur responsable dans ta communication ou tu voulais créer quelque chose de nouveau? Comment ça m'est venu? Alors déjà, de base, avec mon frère, depuis tout petit, on a envie d'entreprendre dans plein de projets différents. Et surtout avec des valeurs communes et très fortes. On a toujours voulu s'engager, mais on ne trouvait pas notre façon de faire, en fait. Et donc, on gardait ça de côté, on a commencé à étudier, etc. Et puis, on s'est lié très fortement à son entrée au collège autour du vêtement parce qu'on s'en échangeait, etc. Enfin, c'était hyper important pour nous. Et du coup, des années après, on a repensé à ça, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'on veut faire.
Et donc, on s'est posé un soir, on a discuté, et puis de semaine en semaine, on se faisait des réunions, et c'est comme ça que le projet est né, en fait. C'est vraiment… mais j'ai de la chance parce que, contrairement à Laure tout à l'heure, moi, je suis accompagné et on est vraiment deux de A à Z sur le projet, ce qui rend l'entreprise et l'aventure entrepreneuriale complètement différentes. Ok, ça marche, merci. Et aussi, c'est quoi ta cible principale, ton cœur de cible que tu vises? Mon cœur de cible, c'est… comme on est sur du fabriqué en France avec une matière qui est plutôt chère. Le lin, il faut dire que c'est quand même beaucoup plus cher que le coton, par exemple. On est sur une cible qui a les moyens de suivre ses engagements et surtout qui peut acheter moins mais mieux. Donc, en fait, tout dépend. La cible est assez vaste. Mais oui, c'est vrai que voilà, un t-shirt, ça va coûter au minimum 40 €. Donc, par exemple, en fait, moi, je ne fais pas partie de la cible parce que ce n'est pas un étudiant. Moi, je n'ai pas forcément les moyens de suivre mes engagements au jour le jour. Ou alors, en fait, ce qui est possible, dans mon cas, je me suis beaucoup renseigné parce que ça me frustrait énormément. En fait, c'est possible d'acheter une belle pièce comme ça de temps en temps dans l'année, mais du coup, reconsidérer notre façon de consommer les vêtements et acheter simplement des basiques, comme une belle chemise ou un bon pantalon de temps en temps quand on en a besoin, et ensuite se porter aussi vers des alternatives comme la seconde main, par exemple, qui est une alternative vraiment durable et vraiment fiable, et alterner avec tout ça, et aussi le Made in Europe, qui est une très, très bonne alternative. Pourquoi pas? Ok. Et du coup, donc une fois que tu avais ton projet en tête et que tu l'as développé, tout ce qui est communication aux réseaux sociaux, à partir de quand tu as pris la décision de vraiment annoncer ton projet au public et les faire adhérer à ce projet? Alors, il me semble qu'on a commencé… Donc, la collection, enfin la campagne de crowdfunding s'est lancée en mars dernier. Et donc, il me semble qu'on a commencé à communiquer 3 mois avant, quelque chose comme ça. Le temps d'avoir des photos, d'avoir de quoi communiquer. Mais oui, 3 mois, je pense que c'est un minimum pour fédérer un maximum une communauté. Et de toute façon, ensuite, avec la communication qui viendra ensuite grâce à la plateforme de crowdfunding et ensuite les médias qui pourront relayer si jamais vous faites un travail de relations presse, ça donnera d'autant plus de visibilité à votre projet. Merci Jean. Pareil, on a encore plein de questions, mais le temps, comme je vous ai dit, avec le confinement, on va devoir laisser la place à Jonathan puis à Fabrice. Jonathan, bonjour. Bonsoir. Enfin, bonjour, oui. Bonjour. Bonjour Denis, on ne doit pas être très loin. Voilà, on n'est pas loin. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre marque, la résumer, voilà, son identité, son ADN, quel message vous souhaitez véhiculer à travers votre marque, et puis si vous avez éventuellement voilà, quelques photos, possibilités de voir, voilà, montrer aux participants un peu la marque qui se trouve sur Reinhard, il me semble, Reinhard Upcycling, puis aller sur d'autres supports. On vous écoute. Bah alors, donc, du coup, Studio Clandestin est né il y a 2 ans. C'est une marque donc, qui travaille principalement l'upcycling. Depuis 1 an, on commence à travailler aussi en patronage avec des matières, comme on le disait, fibres de bambou, des matières plus écologiques. Dans notre ADN, donc bien évidemment, ça met toujours en avant la Côte d'Azur. Donc, ça va être soit par le biais d'une inspiration qui va être les artistes. On a fait Klein, par exemple, ma famille, ou ça peut être tout ce qui nous entoure. On travaille aussi avec beaucoup de personnes, puisque pour nous, le partage de savoir-faire est important, et de faire aussi connaître et de se dire qu'il n'y a pas qu'à Paris où il se passe des choses. Donc, on travaille avec une brodeuse, par exemple, qui est à Nice. On travaille aussi avec des céramistes, parce que je viens de Valoris. Et enfin, l'ADN principal de Studio était vraiment la création d'un lien. Aujourd'hui, on est à l'heure de la digitalisation. Je sais que c'est l'avenir, mais ma mère étant une bonne commerçante, je prône ce lien qui est important avec le client, et on a créé le labo qui est en lien avec Studio. Ce labo, en fait, nos collections sont faites à partir des basiques du dressing, donc c'est-à-dire que on travaille que des pièces que vous êtes susceptible d'avoir dans votre dressing.
Et on va proposer aux clients de payer moins cher par rapport au prix de vente que nous, on met en place avec nos propres parties pris, mais c'est vous qui allez vous envoyer la matière. Donc, vous allez, donc là, je vous montre en partageant, je pense, l'écran. Oui, je ne maîtrise pas bien. Je vais vous donner la main. Allez-y. Donc là, c'est ici. Oui, parce qu'il y a des étudiants qui demandent voilà, les marques à voir. Voilà. Donc, vous allez, en fait, donc ça, je vous montre, hein, c'est exact, c'est les pièces que vous retrouvez aussi sur Rainer Upcycling. Donc, ce sont principalement ces pièces qui représentent la collection donc, de cet été. Vous allez les retrouver sur le labo l'année prochaine. Donc, généralement, il y a un temps entre les deux. On attend de vendre la collection en cours. Et ensuite, elle se retrouve dans la catégorie qui est, j'arrive tout de suite, qui est juste là, le laboratoire, où là, en fait, vous allez retrouver toutes nos pièces des collections précédentes et vous allez pouvoir sélectionner peut-être un design qui vous a plu. Donc, je vous montre un exemple. Là, on va cliquer sur les vestes. Vous avez ces vestes qu'on avait produites et qui ont été vendues. Et en fait, vous allez pouvoir directement payer 40% de moins. Et en fait, c'est vous qui allez envoyer la veste, par exemple, que vous voyez en haut de costume et le bomber. Sachant que là, le prix de 306 €, c'est 2 vestes, puisque forcément, si vous faites moitié-moitié, vous avez les 2 moitiés à chaque fois. Donc voilà, après, ben voilà, on va rester là. C'est ce qui est Studio Clandestin aujourd'hui et c'est ce qui est important pour nous. D'accord. Donc la distribution est principalement digitale. Elle est digitale, on est aux Galeries Lafayette de Nice, Masséna également, et on est revendu à Cannes par un point de vente qui est situé sur la Croisette. D'accord, ok, c'est bon à savoir. On ira physiquement. Oui. Même si le digital, il se développe beaucoup, moi j'aime bien aussi toucher les matières, c'est important. Voilà. Oui. Mais, voilà. On en parlait, ben, oui, les matières, et je pense que c'est important aussi quand on est une jeune marque et il faut quand même se dire que c'est un certain prix et que je pense que c'est important d'essayer de pouvoir aussi discuter avec les personnes, de leur faire comprendre parce que c'est quand même très compliqué. Hein. Il faut se dire qu'aujourd'hui, bon, les Galeries Lafayette, c'est bien, mais il n'y a pas la clientèle étrangère qui est largement plus ouverte là-dessus. Oui. En France, c'est Paris qui est très ouvert. Nice, c'est un peu tout nouveau, donc c'est très compliqué pour eux. Ils ont cette impression que soit c'est de la fripe et qui est remaniée, donc il faut toujours leur expliquer le concept. Et justement, bon, maintenant, on se rend compte que les gens sont un peu plus sensibles et ils sont très sensibles à cette idée justement du labo parce que il y a des pièces qui nous sont chères et que souvent on n'a pas envie de donner parce que elles ont partagé un moment de notre vie ou ce sont des pièces de qualité qu'on n'a pas forcément envie de donner et à qui on peut redonner une seconde vie à travers un nouveau design. Et c'est pour ça aussi, quand on parlait de durabilité, je pense que pour la nouvelle génération aussi de designers, ce qui est important, c'est peut-être de délaisser un peu la tendance et de créer plutôt des pièces, on va dire, qui vont être durables dans le temps en termes même entre guillemets, de tendance qui soit périn. Je veux dire, une pièce Saint-Laurent, par exemple, sur un blazer que vous le ressortiez dans 10 ans sera toujours d'actualité. Complètement. Ouais. Merci beaucoup, Jonathan. Pareil, on a des questions, on aimerait voir un peu plus. On aura peut-être l'occasion d'en parler. On va clore notre webinaire avec vous, Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas sur Clubhouse aujourd'hui. Exactement. Demain soir. Parce que Fabrice, vous avez l'habitude d'animer des webinaires et donc aujourd'hui, on a la chance de vous avoir. Donc Fabrice, on souhaite avoir votre vision de cette nouvelle disruption avec la mode qui commence à s'installer durablement, on espère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes en contact direct avec l'innovation aussi dans la mode, quelle est votre vision globale avant que je vous pose des questions plus précises peut-être? Alors moi j'ai une vision modeste des choses, quand même, je préfère le dire. Donc ce que je vois en tout cas, c'est que toutes les jeunes marques qui se lancent, elles veulent être responsables.
Après, la problématique, c'est qu'il va falloir définir ce que c'est une marque responsable. Donc effectivement, ça va aller sur la matière première, sur les conditions de travail, sur la distribution. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que sur l'émission de CO2, à peu près entre 50 et 70%, ça dépend de la matière première. Donc le choix est juste essentiel par rapport à ça. Après, effectivement, l'industrie de la mode doit aussi se poser des questions sur la notion de production et de productivité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on fait du volume, c'est qu'il y avait des raisons. C'est que si on fait des volumes, on fait volume par les coûts, c'est que le coût, il est bas et donc le prix de vente, il est bas. Et donc, la fast fashion qui est arrivée dans les années 70-80 a permis de démocratiser la mode. Tout le monde pouvait avoir un tailleur, s'habiller, porter un costume. Ce n'était pas réservé uniquement à des gens qui étaient riches. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, effectivement, on a pris conscience, au sens propre du terme, que cette mode est polluante pour la planète. Donc, comment on change le système? Et donc, pour ça, il y a effectivement des enjeux de consommation, de choix de consommation. Et ça, effectivement, chacun d'entre nous est sensible par rapport à ça. Et on a pu le voir sur d'autres industries. L'industrie qui est d'abord en avance par rapport à ça, c'est l'industrie alimentaire. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise dans l'industrie alimentaire, ça nous touche nous et on est malade. Alors que sur la mode, effectivement, c'est plutôt de manière indirecte. Ce qui s'est passé au Bangladesh, notamment effectivement avec Lorenza Plana, au moment du premier confinement, où effectivement les donneurs d'ordre ont refusé de payer effectivement les travailleurs au Bangladesh. Donc il y a eu une cessation de paiement. Fabrice, en parlant de ça, désolé, je vous coupe un peu. On parle souvent de la Rana Plaza qui date de 2013, mais il y a presque un mois, il y a eu une autre catastrophe en Tunisie qui est passée complètement sous silence. Personne n'en a parlé. 38 femmes, elles sont mortes en sous-sol d'un bâtiment qui faisait de la confection. Ça n'est même pas passé dans les médias. Et voilà, je trouve ça hallucinant. Je pense qu'on parle beaucoup trop de Covid et personne n'est au courant de cette catastrophe qui est passée. Et voilà, je voulais juste dire ça. Non, mais tout à fait. Autant la Rana Plaza, ça a fait, voilà, on en a parlé et c'est là où il y a eu cette prise de conscience en 2013. Et là, l'histoire se répète, personne n'en a parlé. Et en plus, ce sont surtout des femmes parce que elles étaient au sous-sol et les hommes étaient au rez-de-chaussée. Donc, voilà. Oui. Il y a eu encore plus de catastrophes pour les femmes parce qu'elles n'avaient même pas le droit d'être au rez-de-chaussée, les pauvres, entre autres, en plus de la catastrophe. Enfin bref, voilà, excuse-moi, j'étais juste... Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis, effectivement, il ne faut pas l'oublier, c'est que si vous avez visité un atelier, globalement, le mode de fabrication ressemble à ce qui se passe au début du siècle. C'est un travail qui est extrêmement féminisé. Et donc, effectivement, dans certains pays, effectivement, à bas coût, il y a une exploitation au sens propre du terme dans les conditions de travail, effectivement sur les horaires, sur les salaires. Et donc, effectivement, là-dessus, il faut que ça cesse. Et donc, on sait, et les donneurs d'ordre, alors quand je parle de donneurs d'ordre, c'est effectivement les marques de mode, qui vont prendre des sous-traitants à l'étranger. Et donc, la question aujourd'hui, notamment, on est en pleine crise de Covid, c'est comment on rapatrie la production qui est faite en Asie ou au Maghreb, plutôt en Europe, parce qu'effectivement, les conditions de travail sont meilleures. Mais après aussi, c'est pas aussi simple que ça. C'est comment, effectivement, par exemple, au Maghreb ou en Chine ou maintenant au Vietnam, on va aider, en fait, la classe moyenne à émerger et que ces gens-là, en fait, aient un salaire réel et une assurance maladie, une assurance retraite. Il faut vraiment qu'on ait une réflexion globale. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Bangladesh, 75% du PIB à l'export, c'est le textile. Et si demain, en fait, ils arrêtent de fabriquer, le pays est en cessation de paiement. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, on a une responsabilité globale sur des modes de consommation. Et les marques, elles ont sous-traité effectivement là-bas parce que c'est des pays à bas coût. Elles l'ont fait pendant des années. Et donc, aujourd'hui, ils se disent, ouais, c'est compliqué avec le Covid, on rapatrie. Mais voilà, ces gens-là, ils ont investi dans des systèmes de production. Il faut aussi les aider. Donc, la réponse n'est pas simple, surtout quand on change de modèle. Ce n'est pas du jour au lendemain, en fait. Donc, vraiment, il y a un accompagnement à faire. Et aussi, nous, qui sommes effectivement en Europe, en France, on a aussi des modes de consommation. Et ces modes de consommation, ils sont en train de changer et d'évoluer. Voilà, sur peut-être des matériaux sur le long terme, sur effectivement ce qu'on appelle la slow fashion. Mais ça interroge notre modèle au sens propre du terme de croissance qui a été, en plus moi je suis à Station F et on parle d'hyper-croissance, de growth hacking. Et donc peut-être se dire aujourd'hui, effectivement, quand je suis une marque de mode, peut-être que je fais 100 000 €, 200 000 €, 1 million de chiffre d'affaires et après je m'arrête. Pourquoi ? Parce qu'après c'est un autre modèle qui ne me convient pas. Et on est sur d'autres modèles
vraiment de création d'entreprise. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Mais peut-être effectivement, si vous avez des questions à me poser. Oui, Mathilde, je pense qu'elle a une question. Et comment, justement, on peut convaincre les consommateurs d'aller vers une mode plus durable? Alors, déjà, en fait, une mode durable ou une consommation durable dans le sens du terme, de manière globale, c'est pas consommer, tout simplement. Je vais être un peu radical, mais c'est sûr, mais c'est pas viable économiquement parlant déjà. Et puis, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour toi. Je te laisse terminer, Fabrice. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a le plaisir sur le moment. Et puis, il y a ce qui est bon pour la planète. Et on le voit effectivement, et on va revenir effectivement à la crise du Covid, à l'écologie. Ce qu'on fait a des conséquences sur le long terme. Et une des premières choses sur la planète, c'est qu'on est trop nombreux. Là-dessus, on ne pourra pas le changer. Donc aujourd'hui, effectivement, comment on fait pour convaincre les gens? C'est l'histoire de Pierre Rabhi, effectivement. C'est vraiment des petits pas, en fait. Moi, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité et dans des comportements, en fait. Effectivement, aujourd'hui, dans votre quotidien, effectivement, le gobelet en plastique, c'est une première chose. C'est plein de petites choses au quotidien, au sens propre du terme. Par exemple, et là, si on prend l'exemple de la mode, c'est aller, par exemple, dans une friperie, aller dans un magasin de seconde main, plutôt qu'aller chez Zara ou effectivement dans d'autres fast fashioners. Donc, c'est vraiment tous nos choix du quotidien, toutes nos actions au sens concret vont avoir une influence en fait sur le reste. Et pareil, dans la manière dont vous vous comportez, parce que vous êtes sur l'IAE, vous êtes une business school, dans la manière dont vous allez créer votre entreprise, dont vous traitez vos collaborateurs et vos clients, ça va aussi influer dans la société. Et ça, moi, j'y crois profondément. C'est vraiment une manière de changer les choses. Ça se fait, et c'est des changements de paradigme, même de civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas compris qu'avec le Covid et demain avec les crises climatiques qui va arriver, qu'il faut qu'on change de modèle. Voilà, ça fait un an qu'on est empêché au sens propre du terme. On est une société empêchée. Et on appelle effectivement cette génération une jeunesse pyjama, parce qu'on est derrière des écrans et on peut être effectivement uniquement en caleçon, ça va bien se passer. Donc finalement, on n'a plus besoin de mode. Et paradoxalement, on a besoin de mode parce que c'est aussi une manière de s'habiller. Moi, je prends toujours l'exemple tout à l'heure, on parle de chemise, mais moi, je porte des costumes. Et quand on porte un costume, en fait, on ne peut pas faire des moulinets avec le bras. Ce qui paraît juste une évidence, mais ça nous redresse, en fait. Et c'est aussi une stature. Donc, en fait, le vêtement a vraiment une fonction sociale. Et même là, à l'écran, on a une fonction sociale. Voilà. Mais pour revenir à ta question, je pensais vraiment dans des actions, des toutes petites, que tu vas montrer. Et c'est comment toi, tu peux être actrice du changement et comment tu peux entraîner les gens à ton niveau, en fait. Ça peut être ton quartier, dans ton école, sur un projet. Et c'est l'effet boule de neige. Et je prends un exemple très concret dans une autre industrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une Love Parade à Berlin qui était un grand événement de musique électronique. Et à la fin, il y avait 1 million de personnes. Et en fait, l'idée, c'est que c'est 2 types dans un bar qui lancent ça. Et la première année, ils sont juste 100. C'est 100 personnes. 10 ans plus tard, il y a 1 million de personnes. Donc en fait, c'est vraiment lancer le mouvement au sens propre du terme. Et vous ne savez jamais où ça va finir. Mais à un moment, il faut commencer. Comme effectivement, quand vous êtes créateur, vous commencez. Et puis à un moment, ça va peut-être s'arrêter dans 6 mois, mais peut-être dans 10 ans, vous allez créer quelque chose d'extrêmement nouveau. Et c'est vraiment, moi j'accompagne beaucoup de startups et de jeunes créateurs, c'est un cheminement. Et ce cheminement, vous allez découvrir des choses incroyables sur vous et vous allez peut-être changer la société. Et la mode, en tout cas pour moi, c'est un rapport du corps et c'est notamment un rapport de la femme dans l'espace public. Et c'est comment vous pouvez changer aussi le regard de l'homme par rapport à ça. Et à chaque fois, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et comment vous pouvez faire changer effectivement la société et ses regards qui sont portés. Merci Fabrice. Vous avez tout à fait raison. Et surtout, vous êtes la génération Z milléniale et les marques sont très, très attentives au comportement et, des millénials et à leur influence. Il paraît vous êtes devenus presque plus forts que les marques et les marques suivent ce que disent les millénials. Mais les millénials, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais ils sont très contradictoires. Ils sont à la fois très sensibles à l'environnement, ils ont le discours, mais ils sont très, très consommateurs de fast fashion. Pourquoi? Parce qu'il y a cette barrière du prix qui les empêche d'aller vers une mode plus durable. Et puis aussi, ils aiment bien tout ce qui est fashionable. Donc, et c'est vrai que pour l'instant, les modes éco-responsables, elles sont encore dans tout ce qui est plutôt timeless, ce qui peut se comprendre parce qu'ils ne veulent pas suivre la mode
la fashion, comme on dit, et être accepté quasiment par tout le monde. Donc, voilà, je pense que vous avez le pouvoir aussi de changer, comme dit Fabrice, petit à petit les choses, et les marques vont suivre, et elles ont d'ailleurs, elles ont tous, comme on a cité la semaine dernière, les marques qui se mettent sur le upcycling, la seconde main, et aujourd'hui, voilà, qui utilisent des matières nobles, issues végétales ou autres. Une dernière question, Fabrice, est-ce que ce Sustainable Walk ou Green Walk, est-ce que, dû en grande partie au Covid, même si ça a démarré il y a déjà quelques années, mais ce réveil, est-ce que vous pensez que ça va durer, ou les gens, au retour à la vie normale, on ne sait pas quand, mais quand ça va revenir, ils vont avoir une soif d'aller voilà, se précipiter dans les magasins pour acheter, même des choses qui n'en ont pas besoin. Alors, il y a des précédents. Il y a des précédents, en fait. Effectivement, et ce qui nous donne raison ou tort, c'est l'histoire. Moi, j'ai vécu en Espagne, notamment à Barcelone, et en fait, on m'a expliqué ce qui s'est passé au moment du franquisme, et ce qui s'est passé après le franquisme, donc c'est les années 80. Et donc, dans les années 80, donc, c'est la fin vraiment d'une oppression. Et il y a l'arrivée de ce qu'on appelle la movida, vous pouvez regarder ça dans les films d'Almodóvar, et il y a une grande liberté dans tous les sens du terme, notamment sexuelle au niveau de la drogue. Et moi, je pense profondément qu'on a été empêché dans tous les sens du terme pendant 1 an, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et après, effectivement, on va se libérer dans tous les sens du terme. Voilà, ça va aller, ce qui est juste normal. Après, il y a d'autres personnes qui vont avoir peur. Mais néanmoins, dans une période d'abstinence au sens propre du terme, on va vouloir compenser. Et donc, il va y avoir une espèce de libération. Néanmoins, il y a aussi un cheminement. Aujourd'hui, la consommation, et en tout cas, il y a une tendance de fond sur le développement durable, que ce soit effectivement dans la mode, dans les déplacements, dans l'alimentation. Et aujourd'hui, ça, il n'y aura pas de retour en arrière. La preuve en est, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez dans tous les supermarchés, même les Carrefour, il y a un rayon bio. Parce que c'est un business comme un autre. Et aujourd'hui, le green est un business comme un autre. Et les marques de mode, elles gèrent un business. Donc demain, le consommateur, c'est-à-dire vous voulez des produits bio, on va vous donner des produits bio. Ce n'est pas le souci, en fait. Et donc, ils vont s'adapter. Pourquoi ? Parce que c'est un business, c'est ce qu'on appelle des boutiquiers en français, des commerçants. Donc, ils vont vous vendre ça. Et comme tu disais, Iba, la mode, c'est drivé par la jeunesse. Un point, c'est tout, en fait. C'est vous qui faites la mode. La preuve en est, après, qu'on est moins jeune, on est moins à la mode. On est intemporel, on a un style. Mais effectivement, le côté... Effectivement, mode, tendance, c'est quelque chose qui est complètement éphémère, c'est sur le moment. Donc, effectivement, la fast fashion vous a alimenté là-dessus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a aussi une espèce de concurrence. Il faut toujours avoir quelque chose de nouveau, en fait. On était sur une société d'opportunités, et là, on est passé pendant 1 an sur une société de l'ennui au sens propre du terme. On s'est fait chier. Et donc, il faut être très clair. Hein. Moi, le premier. Oui, c'est vrai. Et donc, on veut passer à autre chose. On a eu une espèce de jeunesse empêchée. Et moi, par exemple, moi, je suis en colocation et il y a un de mes colocataires qui a 20 ans. Il m'a dit, mais moi, j'ai 20 ans, je veux vivre. Et c'était vraiment un cri du cœur, en fait. Et moi, moi, je suis un peu plus âgé. C'est vraiment une autre vie, en fait. Et donc, à un moment, si on ne vous a pas donné quelque chose, il va falloir le reprendre. Et la mode, je le redis, répond à des aspirations. C'est vraiment un business. Et aujourd'hui, c'est quoi les grandes aspirations ? C'est je veux avoir une mode responsable, une mode éthique, mais dans le même temps, donc ça s'appelle un désir contradictoire, comme tu l'as dit, Iba, mais c'est juste normal. On est juste contradictoire. Je veux aussi m'amuser et je veux des choses complètement folles. Et donc, je vais essayer de répondre à ça. Et je vais vous offrir des produits à la fois green et à la fois foufou. Et donc, moi, je pense que la mode va répondre à ça profondément. Et c'est vous aussi qui allez créer cette mode de demain et ces envies contradictoires. Et je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Vraiment. Je suis même fasciné par ça et je pense que c'est déjà demain ce qu'on voit effectivement sur ce monde d'après ou ce qui se passe effectivement dans des pays qui sont déjà vaccinés, qui sont en avance comme effectivement Israël, l'Angleterre, demain et nous l'Europe, effectivement dans quelques mois les États-Unis ça commence à aller mieux. On a des signes de ce qui se passe et on l'a vu déjà en Chine sur la reprise. Les consommateurs de luxe, ils sont au taquet. Ils sont au taquet quoi. Lors de la fin du premier confinement, il y a un magasin Hermès qui a fait 1,2 million de recettes en une journée. Donc effectivement, les gens, ils veulent toujours s'amuser,
C'est toujours un comportement après les crises. Après la après la guerre, il y a eu des années folles et voilà, les gens étaient beaucoup plus libres que maintenant. Ils ont consommé comme pas possible. Après la crise de 2008, il y a aussi un retour à la consommation. On espère un retour à la consommation, une consommation durable quand même. Hein, voilà, respectueuse. Il y a vraiment ce qu'on appelle un effet de rattrapage. C'est ça. Au sens du C'est terme. humain. Oui, mais on est juste très humain. On est juste, il y a des envies, des envies contradictoires. Et la mode, c'est une notion de désir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut susciter le désir. Cet objet, je ne l'ai pas, je l'envie, ça va changer ma vie. Et une fois que je l'ai, il y a le caractère déceptif. Mais c'est toujours pareil. C'est vraiment une notion d'envie. Comment vous suscitez l'envie? Et le marketing dans la mode, c'est extrêmement important. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir fait des kilomètres pour avoir tel produit ou d'être levé tôt le matin pour avoir telle paire de baskets. Et c'est vraiment ça, en fait. Et voilà, c'est comme être fan. Et c'est comment vous créez, je le redis, un lien affectif, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une concurrence, parce qu'il y a beaucoup de marques. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Iba, le consommateur est extrêmement versatile. Il n'est pas fidèle. Et donc, effectivement, toute la question, c'est comment je le fidélise et comment je me réinvente. Alors, avant, il fallait se réinventer tous les 2-3 ans. Maintenant, je me réinvente tous les 15 jours. C'est juste l'enfer, quoi. Ah, on a perdu Fabrice. Mais c'est un vrai challenge et moi, je trouve ça passionnant, quoi. En termes de business, vous allez avoir des opportunités incroyables. En termes de job, des opportunités incroyables. Également de voyager sur des cultures très différentes. Et de changer d'industrie, notamment changer l'industrie de la mode sur le côté développement durable. Et après, sur le deuxième enjeu, c'est la diversité et l'inclusivité. À mon sens, ça, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement puissant. Et c'est vous qui allez le faire. Voilà, écoutez Fabrice, il a complètement raison. Merci Fabrice. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Et de vous écouter. On aimerait continuer longuement la conversation. J'espère qu'on aura l'opportunité de le faire et le refaire. Là, comme, voilà, il y a la contrainte du temps. Vous avez parlé tout à l'heure du désir. J'aimerais clore ce webinaire par une phrase justement qui fait référence à ce que tu dis, Fabrice. Donc, je voulais dire, voilà, cette phrase, fashion can bring us pleasure, but it shouldn't be a fleeting moment of pleasure. Donc, la mode doit ou peut nous apporter du plaisir, mais ça ne devrait pas être un moment de plaisir éphémère. C'est une phrase, méditez voilà, jusqu'au webinaire prochain avec cette phrase et vous me dites ce que vous en pensez. On se retrouve donc déjà le week-end prochain, mais d'abord, je remercie tous nos speakers d'aujourd'hui, donc Laure, Jean, Jonathan et Fabrice. Je remercie Mantiaba, ma collègue, qui a eu des petits soucis de connexion. Et puis, je remercie… Merci à vous. Voilà, Mantiaba. Merci à nos étudiants, Mathilde, Natacha, Alice, Nicolas et Florian. On avait vraiment encore plein de questions. Vraiment, c'était passionnant. Merci Jean, merci Fabrice. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter voilà, sur d'autres sujets et vous voir ou sans masque ou en présentiel. C'est un peu la fin. On espère. Voilà. Et peut-être une dernière chose, donc moi la semaine prochaine j'interviens à un événement qui s'appelle Upcycler la mode qui aura lieu le 25 et le 26 mars, effectivement organisé par Fashion Green Days. Oui. Donc ça dure 2 jours. Ouais. Vous pouvez vous inscrire, il y a une réduction pour les étudiants. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant, on a vraiment des panels. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez. Donc c'est le 25 et le 26 mars, donc semaine prochaine. Voilà, Upcycler la mode. On s'inscrit. Pour les events. Super, merci Fabrice. Et j'aurai pas de masque. Merci à tous. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour notre 3e webinaire à la même heure, à 18h, avec notre webinaire donc Take Part to Rise of Slow Fashion and Sustainable Fashion Apps. Donc, on va parler de la transparence des marques, les effets sociétaux, donc justement de la fast fashion, de l'industrie textile, et comment avoir de la transparence, par exemple, avec les applications. Donc, avec les speakers, Hélène Vérel, fondatrice de Povera Slow Design, Anne-Laurence Villemonteil, fondatrice de Vigie, donc l'application, et Claire Gel, déléguée générale Colcosol du commerce équitable. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant. Ou jamais. Qu'on termine.
Non, non, en tout cas, merci à tous. Et si vous avez des questions sur le développement durable ou si vous voulez aller plus loin, moi, je suis disponible. Pareil, et si un jour vous montez à Station F, moi, je m'occupe d'un incubateur ADN et IFM. Si vous voulez visiter, envoyez-moi un petit message. Je me ferai un plaisir, effectivement, de vous faire visiter et de vous présenter plein de gens hyper intéressants. Voilà, tout simplement. Très bien. Ceux qui sont intéressés, vous peuvent m'envoyer, si vous n'avez pas le mail de Fabrice, vous pouvez m'envoyer un mail et je transmets à Fabrice. Je vous mettrai en contact avec Fabrice avec plaisir. Merci à toutes, je vous embrasse et puis à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci.